Bonsoir à tous, vous êtes dans le 23h que vous accueille avec les titres. Le Premier ministre Patrick Achi a échangé aujourd'hui à la primature avec l'ensemble des acteurs de la filière café-cacao sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du système de traçabilité. Était représenté à cette rencontre le groupement des exportateurs ainsi que le conseil café-cacao. L'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les consommateurs se plaignent quand les commerçants se défendent. Dans ce contexte, le ministère du Commerce et de l'Industrie envoie une équipe sur le terrain. Ce lundi à Djamé, les commerçants de gros ont échangé avec des agents. Bientôt, un foyer d'accueil pour femmes victimes de violences en Côte d'Ivoire. C'est le projet de la fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara. Cette organisation espère recueillir les fonds lors de son dîner gala annuel qui aura lieu cette année, le 11 mars prochain. Des stars de la musique, du cinéma, de la mode et du sport sont annoncées. Je le disais à l'instant, le Premier ministre a fait le point avec les exportateurs. Le Premier ministre Patrick Achi s'est donc entretenu à la primature avec les acteurs de la filière café-cacao en ligne de mire. La mise en place d'un système de traçabilité du cacao unique pour la Côte d'Ivoire afin de garantir la durabilité de cette culture durante. Jean-Luc Bambou. Doter la Côte d'Ivoire d'un système unique de traçabilité de son cacao. C'est le sujet qui était au centre des échanges qui se sont déroulés ce matin à la primature entre le Premier ministre Patrick Achi et le groupement des exportateurs de cacao. Le système de traçabilité recherché est celui qui permettra au cacao ivoirien de répondre aux contraintes et exigences de tous les acteurs de la chaîne des valeurs du cacao. L'Union européenne est en train de mettre en place un système qui va donc imposer que tous les produits agricoles importés en Europe soient produits de manière durable. Ça veut dire que ce sont des produits qui doivent être produits avec le souci donc de ne pas faire travailler les enfants, de ne pas avoir des matières agricoles issues de la déforestation et surtout d'assurer un revenu décent à tous les producteurs. Le Premier ministre s'est félicité de l'état d'avancement du Conseil Café-Cacao dans sa mise en œuvre de ce système unique de traçabilité du cacao ivoirien. Nous avons commencé à faire d'abord le recensement des producteurs. Cette phase est achevée. Nous avons les informations sur tous les producteurs qui font du café et du cacao. Nous avons des informations sur leurs vergers qui sont géolocalisés. À ce moment, nous sommes en train de développer les outils qui vont nous permettre d'opérationnaliser le système de la traçabilité. Le Conseil Café-Cacao a annoncé l'opérationnalisation de la traçabilité du cacao dès la fin du mois de mars, avec la distribution de cartes d'identification aux producteurs. L'objectif final étant de bâtir un mécanisme de commercialisation intérieure qui permet de retracer la provenance des fèves de cacao des exploitations dans le but de protéger les forêts et de mettre fin aux plantations illégalement installées dans les aires protégées. Les travaux de la 9e revue sectorielle des projets du C2D, le contrat de désendettement et de développement, se sont ouverts aujourd'hui à Abidjan. Il s'agira au cours de ces assises qui s'achèveront le 25 février prochain, entre autres, de passer en revue les projets réalisés dans le cadre du C2D et préconiser des mesures de réorientation. Le point de Jean-Luc Bambou. Outil de reconversion de la dette ivoirienne vis-à-vis de la France en programme de financement de la lutte contre la pauvreté, le contrat de désendettement et de développement, CEDD, a permis à la Côte d'Ivoire de rembourser 1154 milliards de francs CFA depuis 2012. Cette revue sectorielle des projets CEDD qui s'est ouverte ce lundi permettra aux différentes parties de se pencher sur les résultats obtenus au sein des populations ciblées par les projets. Le développement du capital humain, le développement territorial équilibré de la Côte d'Ivoire et le renforcement de la gouvernance et la modernisation de l'État. Le périmètre d'intervention de l'outil s'élargit également à un nouveau secteur, celui des industries culturelles et créatives, et se renforce sur la gouvernance financière au-delà des appuis budgétaires.
Les 2 premiers contrats passés en revue cette semaine ont, eux, permis la réalisation d'un large éventail d'infrastructures dans l'éducation, la santé, les réseaux routiers, le secteur agricole, la justice. Tout en passant en revue la mise en œuvre des activités effectuées, les travaux de la revue sectorielle permettront également de définir de nouvelles perspectives. L'action gouvernementale conduite par M. le Premier ministre repose sur la vision 2030 du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui vise le bonheur de l'ensemble des citoyens à travers son programme Une Côte d'Ivoire solidaire. La mise en œuvre de cet ambitieux programme nécessite la mobilisation d'importantes ressources, tant au niveau national qu'au niveau de nos partenaires au développement. Les travaux de cette 9e revue sectorielle devraient se pencher notamment sur les projets en difficulté comme la construction des collèges de proximité qui ont accusé un grand retard. Pour 2022, ce sont 141 milliards de francs CFA qui seront décaissés pour la réalisation de projets des 3 C2D. Le Sénat autorise le président de la République à ratifier le protocole sur la lutte contre la corruption de la CEDEAO. Le projet présenté par le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Alcide Djedje, a rencontré l'adhésion à l'unanimité des sénateurs présents. C'est ce que nous apprend Kader Sogodogo. Alcide Djedje, ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora chargé de l'intégration africaine, démarre la semaine à la Chambre haute du Parlement. Un projet de loi a ratifié le protocole de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sur la lutte contre la corruption. Il a un objectif, promouvoir et renforcer les mécanismes efficaces pour prévenir, réprimer et éradiquer la corruption dans chacun des États partis grâce à leur coopération. Après la lecture de l'exposé des motifs et des échanges, les sénateurs membres de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire ont à l'unanimité autorisé le président de la République à ratifier le protocole. La corruption est un phénomène transnational. Donc, les moyens nationaux seuls ne suffisent pas pour lutter efficacement contre la corruption. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est partie à toutes les conventions internationales de lutte contre la corruption, convention des Nations Unies signée en 2003, convention de l'Union africaine signée en 2003 et la convention de la CEDEAO signée en 2001. Et donc, la convention de la CEDEAO n'avait pas encore été ratifiée, contrairement aux 2 autres conventions qui ont été ratifiées en 2012. Et donc, il était temps qu'on puisse ratifier la convention de la CEDEAO pour lutter efficacement contre la corruption dans notre espace CEDEAO. Une commission technique verra le jour pour la détermination du cadre pratique, tant sur le plan national que régional. La séance a été présidée par Maneja Diabaté Touré, présidente de la Commission des relations extérieures et des Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire. On reste à Yamoussoukro et au Sénat. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a présenté un projet de loi portant ratification de l'ordonnance portant création d'une Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Une loi ratifiée à l'unanimité en commission. C'est ce que nous dit Kader Sogodogo. La sécurité et la défense sont au menu de cette session extraordinaire du Sénat. Le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, est porteur d'un projet de loi de ratification lié à la création de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Après les attaques de Grand Bassam en 2016, Kafolo 2020 et 2021, la Côte d'Ivoire est rentrée dans un vaste programme de rénovation de son système de sécurité et de défense. Des moyens logistiques et financiers, des réalités, mais en bonne place, des ressources humaines de qualité. C'est à l'unanimité que le projet de loi a été ratifié. La sécurité et la défense nationale, des réalités au quotidien. L'Académie a toute sa place dans la lutte contre le terrorisme. Actuellement, il se tient une séance de formation à l'AILCT dispensée par les forces spéciales américaines à plusieurs pays, que ce soit le Cameroun, le Ghana, le Niger. Pour vous dire que l'Académie
est opérationnel. La lutte contre le terrorisme doit être une priorité. Dans la lutte contre le terrorisme, il n'y a pas de chapelle politique. Nous sommes tous concernés par ce fléau. Comme le dit souvent le président de la République, sans sécurité, pas de développement. Aussi, nous demandons à tous les Ivoiriens, à toutes les personnes qui vivent en Côte d'Ivoire, de se donner la main pour que nous puissions lutter efficacement contre le terrorisme. Les sénateurs, dans leur ensemble, ont tenu à féliciter le chef de l'État à travers le ministre d'État, ministre de la Défense, pour tous les efforts engagés dans le cadre de la défense nationale. Le ministre de la Défense l'a abordé à l'instant. La Côte d'Ivoire accueille le Flintlock 2022, l'exercice militaire et policier annuel initié par l'armée américaine depuis 2005, réuni pour cette édition, un format réduit, les forces de sécurité d'une dizaine de pays, dont 4 pays africains, le Ghana, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. L'opération vise à renforcer les capacités des nations partenaires à lutter contre le terrorisme. Abou Sanogo. Académie internationale de lutte contre le terrorisme pour le lancement du Flintlock 2022. C'est le premier et le plus grand exercice annuel militaire et policier initié par le commandement américain des opérations spéciales pour l'Afrique. Et il s'est assigné la mission d'aider au renforcement des capacités des nations partenaires dans la lutte contre le terrorisme. C'est un exercice piloté par l'Afrique et conçu pour renforcer la capacité des principaux partenaires de la région à lutter contre les organisations extrémistes et violentes, à collaborer au-delà des frontières et à assurer la sécurité de leur population. Tous les participants sont des troupes d'élite qui vont apprendre ensemble et mettre en œuvre les meilleures méthodes pour gagner tout en respectant le droit international et en protégeant la population. Ceux qui ont la bonne fortune d'être mieux nantis que d'autres pourront apprendre comment obtenir le maximum de résultats avec des moyens plus modestes. La volonté de la Côte d'Ivoire d'accueillir l'exercice de cette année reflète la détermination des partenaires africains à relever les défis régionaux. La volonté manifestée de l'État ivoirien d'accueillir cette édition 2022 de l'exercice Flintlock reflète surtout sa ferme détermination à acquérir les capacités d'endiguer et de résorber l'expansion des mouvements djihadistes sous toutes leurs formes vers le golfe de Guinée. Seule la multiplication des activités interopérables face à cette menace transfrontalière est un gage certain d'efficacité. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, se félicite de l'organisation de l'exercice à Jacquesville. Un moment de célébration de fraternité d'armes et de partage d'expériences. La menace à laquelle nous faisons face aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme, nécessite l'acquisition de savoir-faire particuliers à tous les niveaux. Donc ce que nous recherchons à travers ce partenariat, à travers cet exercice, c'est qu'à terme, nos unités soient beaucoup plus compétentes, que nos unités soient beaucoup plus adaptées au traitement de la menace terroriste. Dans sa phase active, Flintlock 2022 se tiendra sur 8 jours à Jacquesville et verra la participation de plus de 400 militaires et policiers issus de 11 États, à savoir le Ghana, le Cameroun, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Canada, la France, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni et les États-Unis. Permettre aux jeunes de se détourner du terrorisme, volonté du gouvernement affichée à travers le programme spécial d'insertion des jeunes en zone sous menace terroriste. Le ministre en charge de la jeunesse a initié une rencontre avec le corps préfectoral à l'objectif de sa mobilisation autour du programme. Eugène Atoubé. La question est d'une extrême importance au point de fédérer les énergies de 3 ministères. Promotion de la jeunesse, sécurité et communication. Leurs titulaires respectifs, Mamadou Touré, Vagondo Diomandé et Amadou Koulibaly, ont mission de mobiliser le corps préfectoral autour du programme spécial d'insertion en faveur des jeunes des zones sous menace terroriste. Ce programme tient en un ensemble d'interventions de l'État en matière d'emploi et d'insertion des jeunes des régions du Bonkani, du Tchologo, du Poro, de la Bagoué, du Kabadougou et du Foulon. Région identifiée comme zone menacée par le terrorisme. Après le lancement symbolique de ce programme à Togo et à Kafolo, nous passons à la généralisation dans la mise en œuvre de ce programme. Nous avons une forte implication
donc des préfets de région et préfets de département qui vont présider les comités locaux en lien avec les collectivités territoriales et qui vont nous aider justement dans cette phase de généralisation dans l'ensemble des localités. Environ 20 000 jeunes sont touchés par ce programme pour lequel l'État a mobilisé 8 milliards 602 millions 216 030 francs CFA affectés à plusieurs activités et secteurs, notamment les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, la FQC, formation qualifiante complémentaire et l'appui aux acteurs du secteur informel. 300 volontaires communautaires seront en mission de sensibilisation. Le ministre de la Sécurité se convainc de la réussite de ce programme qui vise à lutter contre le terrorisme et invite les communautés à y adhérer. De la réussite de ce programme dépend la réussite de la lutte contre le terrorisme. Le terrorisme n'a pas pris pied de façon effective sur notre territoire. Toutes les dispositions sont prises pour que cela n'arrive pas. Le mode opératoire du programme spécial d'insertion en faveur des jeunes des zones sous menace terroriste sera décliné selon les réalités de chaque localité. Quant au processus de sélection, il est basé sur des critères en cohérence avec les objectifs que vise le programme. C'est le 11 mars prochain que la Fondation Children of Africa tiendra son dîner gala annuel de bienfaisance. Annonce faite aujourd'hui. Cette année, la Fondation, présidée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, promet un spectacle riche en son et lumière avec la présence de plusieurs stars nationales et internationales, de la musique, du sport, de la mode et du cinéma. Des fonds seront collectés pour des projets sociaux d'envergure, notamment un foyer pour femmes victimes de violences. Mama Traoré. Vendredi 11 mars 2022 à 19h30, la Fondation Children of Africa donne rendez-vous à ses convives au Sofitel Hôtel Ivoire pour son traditionnel dîner gala annuel. Reporté 2 années consécutives pour cause de crise sanitaire, cette 8e édition s'intitule Africa is the Future, un hommage que veut rendre la Fondation de la Première Dame Dominique Ouattara aux enfants du continent. À l'instar des précédents dîners gala, celui-ci sera mis à profit pour mobiliser des fonds auprès des donateurs, fonds qui serviront à réaliser 2 projets sociaux chers à la Fondation Children of Africa. Madame Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, a été sollicitée par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant et certaines ONG qui luttent contre la violence basée sur le genre afin d'apporter son appui et son soutien pour la prise en charge des femmes victimes de violences. Aussi sensible à cette cause, elle a décidé à travers sa fondation de construire un centre pour les femmes victimes de violences. Concernant la case des enfants, ce foyer existe depuis plus de 20 ans et nécessite d'être remis à neuf. Nous envisageons donc de le reconstruire et d'augmenter sa capacité d'au moins 100 enfants. Pour ces 2 ouvrages, le besoin de collecte de fonds s'élève à 4 milliards de francs CFA. Le centre d'accueil pour les femmes victimes de violences lui sera bâti à Adiaké pour une capacité d'accueil de 80 pensionnaires. Il sera construit par l'architecte ivoirien Adou Beignet. Le terrain a une superficie d'à peu près 16 300 m². Il s'agit de recevoir des personnes qui sont adultes, donc qui prennent naturellement un peu plus de place et de surcroît qui ont besoin d'intimité. À l'actif des 7 précédentes éditions du dîner gala annuel de la Fondation Children of Africa, la réalisation de projets majeurs tels l'hôpital mère-enfant Dominique Ouattara de Bingerville, les centres d'accueil pour enfants de Soubré, Boaké, Ferkessédougou et un groupe scolaire d'excellence à Abobo. Ils sont nombreux à faire le constat et à parler de cherté de la vie. C'est pour répondre aux préoccupations des populations que le ministère du Commerce est sur le terrain. Son comité national de lutte contre la vie chère a rencontré des commerçants de gros pour s'imprégner de la situation à Adjamé, Abidjan. Michel Mambo nous en parle. Adjamé, marché Gourou. Échange houleux entre clients et commerçants. La cause, la hausse des prix de certaines denrées alimentaires. Je suis venu faire le marché avec madame. Nous sommes venus faire aussi le marché à Adjamé pour voir un peu la différence des prix. Mais nous constatons amèrement que les choses ont augmenté. Tu imagines, tablette. Je demande le prix, on me dit que c'est 1800. J'ai acheté ça à 1300. Il y a 500 dessus. Et je demande pourquoi, on me dit que ça a augmenté là-bas. Pointés du doigt, les commerçants se défendent. On prenait les cartons de cubes à 29 000 jusqu'à la semaine passée. Mais aujourd'hui, le carton de cubes est devenu à 40 000. Maintenant, qui imagine, on vendait 4 à 100 francs.
Aujourd'hui, c'est venu à 300 francs, un à 50. L'huile aussi, on prenait avant 20 000, 22. Mais aujourd'hui, où on est, c'est 26 000. Carton de soso, là, c'était 27 000. Maintenant, on prend ça à 30 000. Je vends un à 1 500, un à 2 000, 2 500. Quand ça augmente, nous aussi, on met pour nous dedans. Mais qu'est-ce qui explique cette perturbation des prix? En visite de terrain au marché Gouro d'Adjamé, où elle a rencontré les commerçantes de gros, la secrétaire exécutive du Comité national de lutte contre la vie chère explique. Il y a un certain nombre de contextes au niveau international, hausse du coût du fret, conséquences de la Covid, hausse des intrants, etc. Nous en sommes conscients. Mais il s'agit d'être aussi responsable et de faire en sorte que les populations puissent continuer à s'approvisionner en produits de grande consommation à un prix abordable. Bonne nouvelle toutefois pour les consommateurs, il ne s'agit pas d'une flambée générale des prix. À preuve, les prix du riz et du sucre demeurent stables. Mieux, l'oignon et la tomate connaissent une baisse considérable. Le kilo c'est 800, c'est un nouveau poids à 800. Avant c'était 1000 francs, 900, maintenant ça a diminué à 800. Oignon belé, c'était 12 500. Sac là 25 kilos, c'est ça qui était 12 500. Aujourd'hui, c'est devenu 10 000. Oignon blanc là, c'était 8 500. Aujourd'hui, c'est devenu 7 500. La visite de terrain du CNLVC revêt donc un double sens. Échanger avec les consommateurs, mais surtout les sensibiliser. Il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas augmenter de manière indue les prix. Parce que le gouvernement veille. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Dirassouba, déploie ses équipes qui sont sur l'ensemble du territoire. Et s'il y a des pratiques anormales, il s'expose à des sanctions. Avec ses 30 comités locaux installés à travers le pays, le Comité national de lutte contre la vie chère se dit plus que jamais mobilisé contre la flambée des prix. États généraux de l'éducation nationale, un atelier de restitution et de mise en commun des travaux des commissions a démarré aujourd'hui. Il s'agit de permettre aux 7 commissions thématiques de consolider leurs travaux entamés depuis le mois de juillet 2021. Issa Yeo. Depuis le 19 juillet 2021, jusqu'au 14 février 2022, des experts de l'éducation nationale réunis en commission ont travaillé sur les mots qui minent l'école ivoirienne dans le cadre des États généraux de l'éducation. 6 mois après, l'heure est à la restitution et à la mise en place des mécanismes de consolidation des travaux. Au terme de ce processus de discussion technique qui s'est opéré au sein de 7 commissions thématiques, nous avons jugé utile de pouvoir inviter les présidents des commissions avec leurs vice-présidents, un certain nombre d'acteurs majeurs qui ont travaillé au sein de ces commissions thématiques, à l'effet d'exposer les résultats de leur concertation pour qu'ensemble, nous puissions faire également des propositions. Selon le commissaire général des États généraux, tous les enfants seront pris en compte. Nous avons proposé qu'il y ait un déploiement dans le temps, des propositions à court, à moyen, à long terme. Nous allons aller au-delà, parce qu'après ces activités de réflexion, de proposition, nous allons éprouver la soutenabilité, c'est-à-dire la faisabilité financière de ces propositions. Les participants souhaitent que les résolutions issues des concertations soient appliquées pour sauver l'école ivoirienne. Nous demandons que, pour une fois, toutes les résolutions qui vont sortir d'ici puissent être mises en pratique. Ça, c'est la recommandation forte, soit mise en pratique. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on fait des états généraux, mais cette fois-ci, nous avons atteint un point tel qu'il faudrait que tout ce que nous allons proposer ici, en tout cas, soit mis en pratique, pour que notre école soit sauvée et que la Côte d'Ivoire soit sauvée. Toutes les recommandations issues des réflexions des experts seront connues au plus tard fin mars. La remise du document final au chef de l'État, Alassane Ouattara, se fera au mois d'avril, au dire du commissaire général des États généraux de l'éducation. Il est temps de vous donner des chiffres liés à la pandémie de Covid-19.
Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 21 février 2022 7 nouveaux cas de Covid-19, 22 guéris et 0 décès à la date du 21 février 2022. La Côte d'Ivoire compte donc 81 374 cas confirmés, dont 79 285 personnes guéries, 791 décès et 1289 cas actifs. Le 20 février, 61 274 doses de vaccins ont été administrées, soit un total de 9 893 202 doses. Autre volet de l'actualité, les experts comptables de Côte d'Ivoire passent au peigne fin l'annexe fiscale 2022. Lors de sa première matinale de l'année, l'Ordre des experts comptables a analysé ce dispositif et évoqué les moyens à mettre en œuvre pour une application efficiente. Jean-Luc Bambo. Faire une analyse approfondie de l'annexe fiscale à l'orée du nouvel exercice afin de mieux assurer la fonction de conseiller des opérateurs économiques, premier destinataire de l'annexe fiscale. Une tradition que l'Ordre des experts comptables a tenu à relever en organisant sa première matinale autour de ce dispositif fiscal. Cette annexe est un peu particulière puisque l'annexe 2021, ça avait donc fait couler beaucoup d'encre. Il y a eu beaucoup d'améliorations qui ont été apportées et ça soulage donc la profession comptable. Et pour nous, donc, il est essentiel de maîtriser donc les rouages et pour mieux accompagner nos contribuables et nos clients. L'annexe fiscale est rentrée en vigueur depuis le 4 janvier 2022. Les experts comptables se présentent comme un maillon essentiel dans le processus de dissémination et d'appropriation de cet outil. Le rôle majeur des experts comptables dans la mise en œuvre des actions de modernisation de l'économie et de vulgarisation d'une culture financière nationale demeure essentiel sur la voie de la bonne gouvernance des entités publiques et privées. Il y va de l'amélioration de l'efficacité de l'action publique. Avant les échanges sur l'annexe fiscale 2022, la matinale des experts comptables a été l'occasion également de présenter à la corporation les nouveaux diplômés d'expertise comptable 2021. Dans le reste de l'actualité, le Bénin expose pour la première fois ses trésors royaux pillés en 1892 par les troupes coloniales. Ces objets culturels ont été restitués en novembre 2021 par la France. L'État béninois les présente officiellement. Serge Collier. Le trône d'apparat du roi Guézo, la statue homme-lion du roi Glélé, le cataclé ou le tabouret royal du roi Béanzin, le trône de Cana ou encore les portes du palais royal d'Abomey. Ce sont quelques-uns des 26 trésors du royaume du Dahomey pillés en 1892 par les troupes coloniales conduites par le général Dodd. Restitué officiellement par la France à l'État béninois le 10 novembre 2021, soit environ 130 ans plus tard, ces œuvres inédites sont exposées pour la première fois au palais présidentiel de la Marina à Cotonou. Je suis très ému par tout ce que j'ai vu ici, mais on ne pouvait pas imaginer qu'il y avait des choses comme ça qui étaient faites par nos peuples. Honnêtement, j'ai envie de couler les larmes. C'est un grand succès pour le peuple béninois. Et voilà, chapeau pour ceux qui ont œuvré pour le retour de ces œuvres-là. Nous sommes venus apporter notre contribution et tirer les leçons pour notre pays parce que je pense que ce qui se passe ici peut inspirer chacun des pays qui sont dans cette démarche. Ça donne un sentiment de fierté que les choses ont existé, mais aussi ça doit nous pousser davantage à nous intéresser à notre culture. Les gens ont conservé ailleurs. Il faut qu'on puisse aussi se donner les moyens de conserver cela. C'est vraiment une histoire qu'on doit partager au sein de la population béninoise et aussi révéler à l'extérieur. Art du Bénin d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. C'est le thème de cette exposition historique déployée sur environ 2000 mètres carrés. Nous avons prévu une période d'acclimatation de 2 mois avec les conditions qu'il faut pour réacclimater progressivement ces œuvres à l'environnement climatique qui est le nôtre. Donc après ces 2 mois, nous les avons sortis de caisse et avons donc préparé cette exposition pour le peuple béninois, le peuple africain qui était impatient de découvrir ces œuvres.
26 trésors royaux ainsi que 106 œuvres contemporaines produites par 35 artistes pour réaffirmer la continuité du dynamisme culturel et artistique du Bénin. On en vient à l'actualité en bref de ce lundi qui nous conduit tout d'abord aux États-Unis. Donald Trump lance son propre réseau social. Puis en Ukraine, où l'armée russe affirme avoir tué 5 saboteurs. Kiev dément l'accusation. Et enfin au Mali, les autorités de transition adoptent une nouvelle charte. L'actu en bref, Logoriti, Alexis Ouetraogo. La nouvelle charte de la transition au Mali a été adoptée à l'unanimité par les membres du CNT, le Conseil national de transition. Cette charte présente plusieurs nouveautés comme le nombre de parlementaires désignés et non élus qui passe de 121 à 147 et l'amnistie votée pour les auteurs des 2 derniers coups d'État. L'armée russe a affirmé avoir tué 5 saboteurs venus d'Ukraine en territoire russe et que 2 véhicules militaires ukrainiens avaient aussi franchi la frontière. Le ministère de l'Intérieur ukrainien a formellement démenti ces informations russes. L'ancien président américain Donald Trump a lancé son réseau social baptisé Truth, qui signifie vérité en français. Il espère ainsi faire de la concurrence aux plateformes dont il a été retiré après l'attaque du Capitole le 6 janvier 2020. Voilà, c'est ici que nous mettons un terme à ce tour d'horizon de l'actualité. Je vous souhaite une très belle nuit. Dieu nous protège.